Bonjour, c'est le début de la 3e session, donc la 3e année de la revue de la semaine, et c'est la 70e édition de cet instant d'échange. Alors voilà, l'été est terminé, il a duré pour ce qui est des vacances une vingtaine de jours pour moi, où j'ai récupéré. J'espère que vous aussi, vous avez récupéré d'une année agitée et intéressante, et je sais pas pourquoi, j'ai attrapé un rhume pas plus tard qu'hier, alors qu'il fait encore une chaleur digne d'être remarquée pour la saison. Voilà, allez, générique. Finalement, mes interventions dans la revue de la semaine, elles sont souvent piégées par l'actualité politique, alors que quand je prépare ce que je vais dire, il y a souvent des sujets beaucoup plus généraux, des fois qui n'ont rien à voir avec l'actualité, mais comme vous réagissez en vous interrogeant sur pourquoi je ne parle pas de ce qui vient d'avoir lieu, j'ai compris que c'était intéressant et important pour ceux qui regardent régulièrement la revue de la semaine que je donne mon coup d'œil, parce que ça aide aussi les uns et les autres à se faire une idée de la situation. Alors évidemment, on a eu une sortie de session parlementaire et d'actualité politique absolument invraisemblable, avec l'affaire Benalla, qui est invraisemblable de toutes les façons possibles, non seulement le fait lui-même, la bande à Benalla à l'Élysée, la façon avec laquelle le chef de l'État a couvert tout le monde, ou lui-même à un moment donné, comme on dit vulgairement, pété un câble. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. À la Maison de l'Amérique, s'est comporté comme un chef de bande. Bon, tout ça, l'affaire continue, hein, parce que la commission d'enquête du Sénat continue, puis nous-mêmes, chaque fois qu'on aura l'occasion, on va alimenter la chronique, parce qu'on ne veut pas laisser passer cette affaire-là. Une barbouzerie en plein palais présidentiel, non, on ne le supportera pas. Il ne faut pas espérer qu'on va oublier, qu'on va laisser tomber. Mais en même temps, ce qui a été frappant, c'est le moment politique particulier de crise et presque de dilution de l'autorité politique. Et ça, c'est important de le comprendre, parce que dans la vie d'une société humaine, les institutions, c'est pas seulement une règle du jeu. Il y a plein de choses. Il y a la règle du jeu, il y a ceux qui sont censés l'animer, il y a le fait que, faute de mieux, ou parce qu'on est des êtres civilisés et que c'est une démocratie, on y consent. On accepte cette règle du jeu, même si on la trouve injuste. Par exemple, nous sommes absolument hostiles à la Ve République dans la version dans laquelle elle est arrivée pour finir maintenant, depuis le quinquennat et le reste. Nous sommes partisans de la Sixième République, mais pour autant, on travaille, on agit, on parle dans le cadre des institutions. Et là, pendant une période finalement assez longue, on avait l'impression que plus rien ne marchait. Le Premier ministre vient pas devant l'Assemblée, le Président a disparu, il n'a rien à dire, quand par hasard il dit quelque chose, il aurait mieux fait de se taire. Le Premier ministre se retrouve avec un fait inattendu, 2 motions de censure, et tout ça dans une ambiance d'improvisation, qui révèle une crise. Et j'estime qu'à la rentrée, cette crise politique, elle éclate en quelque sorte au grand jour. Elle a elle prend une forme nouvelle, plus accomplie, plus achevée. Pourquoi ? C'est le départ évidemment du ministre Hulot. Le ministre Hulot, c'est une figure de l'écologie en France. Alors, je sais qu'il y a des gens qui discutent ça, parce qu'ils ne le trouvent pas aussi conforme à leurs attentes qu'ils le souhaiteraient de la part d'un ministre de l'écologie. Mais ce qu'on ne peut pas enlever, c'est que ce gars incarnait ça et cherchait à l'être. Cherchait à être aussi efficace que possible en tant que ministre de l'écologie. Et que très rapidement, il s'est heurté à un mur. Moi, j'avais dit à l'époque, dans 6 mois, il s'en ira. Pourquoi ? Parce que j'avais eu la chance de pouvoir parler avec lui. Et je savais que c'était pas juste, comme on dirait, je veux pas avoir de mépris là-dedans, mais c'est pas juste un animateur de télévision. C'est un homme qui a une pensée construite, qui a théorisé, et les 2 ou 3 rencontres qu'on a eues ensemble, je vous en avais parlé, c'était des rencontres très intéressantes, intellectuellement. Donc je savais que cet homme-là se laisserait pas attraper par la griserie du pouvoir. Au demeurant, il a une vie en dehors du pouvoir. Et à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il était devant un mur, et les choses se sont accélérées, et il a décidé de partir. Mais quand il part, comme c'est le top de ce qu'on peut faire dans ce domaine, c'est-à-dire un gars reconnu, aimé des Français, qui fait pour le mieux, en tout cas qui le dit, les gens de bonne volonté rentrent pas dans les détails, ils disent « ce gars il fait ce qu'il peut ». Et le gars qui fait ce qu'il peut vient et vous dit « écoutez, là-dedans on peut rien faire ». Et il donne des raisons politiques profondes.
il dit c'est pas compatible avec les traités budgétaires européens, on peut pas faire la transition écologique parce que ça coûte de l'argent et c'est interdit par les traités budgétaires européens. Ensuite, il dit c'est pas possible de continuer si on remet pas en cause le mode de production et d'échange. Bon, il y a une critique là qui est anticapitaliste. Hein. Bon, et puis enfin, il dit on peut pas faire ça dans un gouvernement ou dans un cadre politique dans lequel les lobbyistes sont chez eux, rentrent et sortent comme ils veulent, etc. C'est-à-dire que dans tout ce qu'il dit, il atterrit sur le même diagnostic que celui que nous posons et qui a été au cœur du programme L'Avenir en commun et de ma campagne de 2017. Donc, la crise politique, elle vient du fait que la tentative qui a été faite par M. Macron d'avoir une vitrine écologique, au moins pour donner le sentiment à la masse de la population qui a compris que la crise écologique était un problème urgent, que le gouvernement s'en occupe. Il a essayé ça. Ça vient de s'arrêter. Et ensuite, quand il a fallu le remplacer, on a vu comment ils s'y sont pris. D'abord en essayant de dénigrer Hulot sur le thème, bon, c'est un gars trop nerveux, il se contrôle pas, bon, il a toujours eu un caractère impossible, enfin ça fait partie de la propagande habituelle dans ce genre de situation. Et puis après, ils ont été à chercher, en quelque sorte, n'importe qui, pour le remplacer. Ils ont demandé à Cohn-Bendit, moi j'y ai pas cru une minute, hein, je pense que c'est Cohn-Bendit qui a fait dire qu'on lui demandait, en fait, je ne crois pas une seconde que Emmanuel Macron ait pensé à confier un ministère à un zazou de cette nature. Ensuite, ils ont demandé à quelqu'un de beaucoup plus sérieux, Pascal Canfin, et lui a dit non. Hein. Alors c'est pareil, moi, Monsieur Canfin, c'est pas ma famille, c'est un libéral écolo, bon, mais c'est quelqu'un qui est dans la pensée et la démarche écologiste. Et cet homme-là, il a compris qu'il n'y avait rien à faire. Et pourquoi il a compris ça? Parce que Hulot l'a expliqué avant. Et donc, on ne pouvait avoir que quelqu'un qui vient pour être conforme à ce que Macron a dit à Cohn-Bendit. C'est-à-dire, tu n'es plus libre, ta pensée doit rester dans le cadre, etc. Ils l'ont trouvé comme ça. Monsieur de Rugy, alors bon, Monsieur de Rugy, j'en parle sur le plan politique, pas sur le plan personnel, parce que la réplique, moi je le connais pas, cet homme personnellement, et je veux pas porter un jugement sur sa personne, mais sa trajectoire politique, oui, ça fait réfléchir. Voilà un gars qui commence chez les écolos, qui est coprésident du groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Hein. Je vous rappelle que quand il était coprésident de ce groupe, ils étaient 18. Ben, personne ne s'en rappelle. Nous, on est 17, j'aime mieux vous dire que personne ne peut nous oublier. Et puis après, il participe à la primaire des socialistes, il jure, il signe qu'il soutiendra celui qui aura gagné, il en a rien à faire, il change de camp, il passe chez Macron, là il devient président de l'Assemblée nationale, et en disant, je resterai que la moitié du mandat, puis quand au moment où les autres lui disaient, va falloir vous en aller, le gars il répliquait, non, moi je suis élu pour 5 ans, point c'est tout. Maintenant, le voilà ministre, et vous voyez, je viens de vous dire, c'est quelqu'un dont la pensée, j'essaye de vous emballer ça pour pas que ça soit trop agressif, hein. Mais en gros, il l'a pris parce qu'il sait que l'autre c'est un spécialiste pour les couleuvres, c'est pas qu'il les avale, c'est que c'est la couleuvre qui l'avale, hein. Donc, il est là pour ça. Et ça n'a pas traîné. 24 heures après, le gars annonce que la montagne d'or en Guyane, c'est un très bon projet, qu'il va falloir le soutenir, et qu'il faut que tout ça redémarre, que les concessions vont être données pour faire des recherches, encore pour ouvrir éventuellement d'autres montagnes d'or. Alors la montagne d'or, c'est une catastrophe écologique pour la Guyane. Toute la Guyane écolo, mais je veux dire, quand je dis écolo, je parle pas des militants écologistes seulement, je parle des gens qui savent que tout ça peut très mal tourner, que déjà il y a tout un secteur du fleuve où on peut plus boire l'eau parce qu'il y a des malformations, c'est rempli de plomb. Là, c'est les orpailleurs qui pourrissent tout. Donc, les Guyanais, ils sont à cran sur cette histoire, ils sont très vigilants parce qu'ils connaissent le problème. Et ils viennent d'apprendre que le ministre de l'écologie leur dit tout ça va très bien. Bon, donc on peut dire écologie et macronisme, vous faites une croix, c'est fini. Hein. Ce que vous allez avoir là, c'est un gars qui va être spécialisé à vous expliquer pourquoi c'est quand même bien de faire des choses qui ne sont nullement écologiques. Vous savez qu'il y a un rapport pour créer 6 EPR qui sont des espèces de super centrales nucléaires qui coûtent horriblement cher et dont aucun chantier n'est terminé. 6 EPR supplémentaires. Donc ça veut dire qu'il y a une ambiance pro-nucléaire qui se développe à fond, qui va se développer aussi à fond dans ce gouvernement. Alors, nous, d'abord on voit la crise politique. Quand M. Hulot s'en va, il y a un secteur de ceux qui ont soutenu M. Macron qui part avec. Hein, il faut pas croire. M. Hulot était entré au gouvernement avant les élections législatives. Il y a donc des gens de bonne foi
qui se sont dit, bah nous on vote pour ces députés, ce gouvernement, parce que il y a Hulot dedans, au moins ils vont faire quelque chose pour l'écologie, après tout c'est lui le président, blablabla. Bla, bla, bla. Donc maintenant tous ces gens-là, ils sont là, ils savent plus quoi penser. On ne sait pas si dans la liste européenne, les macronistes vont mettre le paquet pour afficher une dimension écologiste, mais il est vraisemblable qu'ils ne le feront pas, parce que ce sont des productivistes, ce sont des libéraux, et voilà. D'ailleurs, si Cohn-Bendit n'en rajoute pas, c'est bien parce que lui aussi, il est préoccupé à se tenir le plus loin possible. Mais en attendant, voilà, il reste ça, il reste une crise politique. Qu'est-ce que c'est une crise politique? C'est pas seulement que ça fait du bruit et que vous vous en apercevez, que ça arrive jusqu'à vous. C'est quand un système a du mal à conserver son équilibre, à conserver sa structure et à assurer sa fonction. La fonction, c'est la fonction d'autorité, la fonction de faire des choses et de trouver des gens pour les faire. Et dans une société démocratique, aller à la rencontre d'un peuple qui est d'accord pour que ça se fasse. Donc le système, il est en crise politique parce que les moyens d'intervenir reculent, parce que ou les gens s'en vont, ou ne veulent plus obéir, ou se posent des questions sur la légitimité du pouvoir lui-même, et parce que ceux qui commandent ne savent eux-mêmes plus très bien où ils en sont. Dans toutes les périodes agitées, vous avez ces deux éléments-là. Je vais vous dire, il y a une formule, je vais l'emprunter à Lénine, alors comme ça va faire jaser. Il décrivait une situation pré-révolutionnaire en disant, c'est quand, en haut, on ne peut plus, et en bas, on ne veut plus. Et bon, voilà, ça ressemble un peu à ça. En tout cas, c'est une crise politique et il faudra du temps à M. Macron pour la surmonter. C'est pas parce qu'il aura trouvé un bon coup de com' à faire qu'il aura réglé le problème. D'ailleurs, son premier bon coup de com', c'est de virer ceux qui s'occupaient de la com' jusque-là. Au passage, ça va nous faire réfléchir sur le rôle de certains. Vous avez ce monsieur Bruno Roger Petit, quand est-ce qu'il était efficace? Quand il n'était pas à l'Élysée, quand il était journaliste. Parce qu'alors là, sous prétexte de journaliste, indépendant, éthique, objectif, blablabla, ce type m'agonisait d'injures, faisait des dizaines d'éditos contre moi, et notre campagne de 2017. Alors, bon, en récompense de son activité, d'un journaliste évidemment, le voilà catapulté à l'Élysée pour faire de la communication. Mais là, c'est fini. Quand on arrive dans la sphère politique du pouvoir et que donc on est sous le contrôle de l'opinion, de la démocratie, etc., terminé. Le gars, il a fait pchit, en 2 temps, 3 mouvements, il était plus bon à rien, même pas à cracher du fiel. Et la seule fois où on a vu sa tête à la télévision, c'était pour dire des bêtises et des mensonges, il a été liquidé en une intervention. Bon. Donc tout ça, il y a beaucoup de choses à apprendre. Mais la principale pour nous, pour vous, pour moi, c'est d'abord que le départ de M. Hulot doit être pris comme un signe par rapport à la crise écologique. C'est-à-dire qu'il y a une montée en conscience dans toute la population de l'importance de cette crise. C'est intéressant de voir que le lendemain de la démission de M. Hulot, il y a eu une déclaration avec des personnalités, il y en a 200 qui disent le plus important c'est cette crise. Alors je sais bien, il y a une série de mes amis qui ont dit oui, ils n'ont rien dit sur le capitalisme productiviste, ils en parlent en général, mais attendez les amis, si on attend que tout le monde dise les choses comme on voudrait qu'ils les disent, bah, la catastrophe elle aura lieu. Ce qui est important c'est de voir que tout ça va dans le bon sens, de la prise de conscience. Et le 8 qui vient là, nous aurons une marche pour le climat. Bon. Eh ben moi je vous appelle à y aller tous, autant que vous y êtes. Allez, ben, vous pouvez quand même passer, donner un peu de votre temps, aller à la marche pour le climat, parce que vous allez de cette façon signaler chacun avec son message. On vous demande pas, il n'y a pas de consigne là-dedans. Chacun y va avec son message, son appartenance, ses idées, et on fait une démonstration de masse que le peuple français, les gens qui vivent dans ce pays sont conscients du fait qu'ils sont partie prenante d'une humanité universelle et que notre sort est en commun. Alors, ce moment-là, il faut le travailler, il faut le cultiver. Et je vais vous dire, pas de sectarisme. Bon, si vous voulez avoir une idée du sectarisme ridicule, regardez ce que fait Europe Écologie Les Verts. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose, il dit « c'est nous, c'est nous, c'est nous ». Non, l'écologie ne doit pas être la propriété d'un parti politique. Il faut que tout le monde s'y mette. Je l'ai déjà dit, si les gens de droite avaient une approche de droite de l'écologie, bah bienvenue. Parce que ça veut dire qu'ils aideraient eux aussi au développement de la conscience politique et civique et citoyenne de l'urgence du défi. Nous, on doit être ceux qui, à chaque fois, essayent de prendre les choses par le grand angle en se demandant qu'est-ce que ça fait avancer dans la société
tout entière, pas juste dans notre petite équipe, dans les gens qu'on a autour de nous, ils sont respectables, heureusement qu'ils sont là, parce que sinon nous-mêmes on n'y serait plus, heureusement qu'ils sont là, mais il faut que ça parle à tout le reste de la société. Regardez nos enfants, tous, quelles que soient les opinions politiques des familles, nos enfants ont une conscience écologique. La sensibilité des enfants à la question animale, elle éduque la société. Donc prenons tout ça, c'est du bon, et surtout n'approprions pas, ne rabougrissons pas une cause qui doit être universelle. Du coup, je viens sur la crise climatique. Il faut que, pour nous, vous compreniez bien qu'il faut la prendre dans son cadre. Le climat, c'est un système que l'on dit métastable. C'est une formule un peu compliquée pour dire à la limite de l'équilibre. Tout le monde comprend, cette espèce de sphère dans laquelle il y a un mécanisme entre les océans, la chaleur, la pluie, l'eau qui va, qui vient. Donc tout ça est à la limite, ça a trouvé un point d'équilibre et c'est extrêmement fragile. Quand ça se détraque à un bout, c'est tout qui se détraque en même temps. Donc il faut mettre en rapport le changement climatique, la 6e extinction des espèces vivantes, donc le problème de la biodiversité, etc., etc. La réorganisation de la planète, parce que les courants marins changent, donc le régime des eaux, des pluies et des sécheresses est en train de se dérégler, ce ne sera pas au même endroit. Tout ça est démarré. Vous qui, si vous suivez la revue de la semaine depuis le début, j'ai déjà dit 10 fois que ce serait que le changement climatique, il était vraisemblable, qu'il était commencé et qu'on ne peut plus l'arrêter. Alors ça, c'est quand même le message qu'il faut entendre. On ne peut plus l'arrêter, donc il faut mettre en place des moyens pour s'y adapter et essayer de faire survivre la civilisation humaine à l'intérieur de ce changement climatique. Donc déjà, ça veut dire au moins arrêter les bêtises. Et puis commencer d'autres modes de production, d'autres modes d'échange, d'autres modes de consommation. On a multiplié les exemples du fait que tout ça conduisait à une impasse, que c'était pas vivable. Il y a la date d'entrée de la planète en dette écologique, vous avez des signaux terrifiants. En 2040, il y aura plus de plastique que de poissons dans la Méditerranée. Vous avez plein d'éléments comme ça. Donc là, pour nous, la démonstration est plus à faire. Mais comprenons que c'est pas le cas pour tout le monde. Tout le monde n'a pas compris. Donc il faut convaincre, expliquer, pas montrer du doigt et admonester, faire comprendre. Alors, le climat, quand il se détraque, je vous avais raconté que ça se fait pas tout doucement, parce que j'ai entendu des gens qui me disaient bon bah ça se réchauffe peu à peu. Ah bah non, parce que si ça se réchauffait peu à peu, bon ce serait presque pas mal, parce que surtout pour les frileux. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a un niveau de réchauffement qui provoque une série d'événements qui à leur tour provoquent un nouveau palier d'effet de serre, des gaz qui. Je vous avais raconté l'histoire des glaçons qui remontent du fond de la mer et des capitalistes qui avaient dit ah bah si c'est bien, il y a du méthane dans des glaçons à la surface de la mer, on va la ramasser et vendre le gaz. Bon les gars, vous pouvez pas les rectifier, ils sont comme ça et rien ne les changera. Donc, c'est par palier. Là, nous sommes à un palier. Ce palier est extrêmement dangereux. Le permafrost, qui est la partie gelée du sol là-bas en Russie, fond et libère des quantités considérables de méthane. Les glaçons qui remontent du fond de la mer sont remplis de méthane et tout ça, ça augmente le niveau des gaz à effet de serre. Puis il y a d'autres paramètres qui interviennent, qui nous amènent au seuil d'un bouleversement qui va se faire d'un coup. C'est-à-dire vous allez passer de la situation aujourd'hui, qui est déjà un palier par rapport à la précédente, à un autre palier dont personne ne sait au juste ce qu'il donnera. Parce que tout le monde dira, ça se réchauffe, ça va être la sécheresse. Ben non les gars, ça sera la sécheresse à certains endroits, puis ailleurs ça va être le déluge. Pourquoi ? Parce que chaque fois que ça se réchauffe d'1 degré, ça fait 7% d'eau de mer de plus qui part en évaporation, d'eau de mer, de l'eau d'une manière générale. Donc ça veut dire autant de pluie derrière, et qui vont être des cataractes, c'est plus de la pluie, la gentille petite pluie qui passe, c'est des cataractes de flotte qui tombent du ciel et qui arrachent tout, parce que comme on a tout imperméabilisé, en tout cas dans nos régions, l'eau dévale et arrache. Voilà. Alors, on va au-devant de ça. La bonne gestion de la société, ce serait de prévoir ça, de commencer la mutation profonde des méthodes de production, d'échange et de consommation, et en même temps, de commencer à mettre en place des parades. Notamment se poser la question du ruissellement des eaux, c'est déjà comment ça se passe. De la pollution des nappes phréatiques pour s'assurer qu'on garde une ressource en eau potable qui soit accessible. Les gens, parce qu'il y en a qui me disent, il n'y a qu'à prendre l'eau qui vient du ciel, parce que vous croyez qu'elle est propre, l'eau qui vient du ciel, bah non. Et puis celle qui ruisselle sur le sol, bah elle est encore plus sale que celle qui sort de vos toilettes, ou qui sort de votre évier. Demandez au maire de votre commune ce qu'il en pense, il n'est pas obligé de ramasser toutes les eaux, et notamment les eaux pluviales. Bref, on est dans cette période de l'histoire de la civilisation humaine. Alors évidemment, le propos c'est pas d'affoler tout le monde, parce que ça ne donnera rien.
vous savez comment il fait l'esprit humain. Si c'est trop affreux, bah, la tête se ferme, on dit bon, bah, on verra bien. Donc il faut que ce soit raisonnable et raisonné. Et nous, c'est ça notre travail, c'est de rendre raisonnable et raisonné. Et évidemment, le changement politique. Le changement politique, bah, il a lieu dans le cadre des institutions. Mais nous, c'est clair que notre tâche est plus facile maintenant, quand on va arriver au pouvoir, et qu'on va dire aux gens, bah, maintenant on commence la planification écologique. À part 2 ou 3 illuminés qui vont hurler parce qu'ils entendent le mot planification, tous les autres vont comprendre qu'enfin on prend le problème par le bon bout et qu'on essaye d'homogénéiser l'ensemble des compartiments de la production, de l'échange et de la consommation dans un cadre unique où on organise tout ça. Donc c'est plus facile pour nous. Plus le niveau de conscience monte, plus il se dirige vers les thèmes centraux qui sont à l'œuvre dans notre programme politique. Maintenant, il faut que je vous parle un peu d'économie et de situation sociale. Alors c'est souvent rébarbatif, mais il faut essayer, comme toujours, de comprendre, de mettre les événements les uns en rapport avec les autres pour avoir une conscience éclairée sur ce qui se passe. Vous vous rappelez que toute la période où il y a eu le budget et les mesures prises par le gouvernement Macron, je suis venu ici vous expliquer, mes camarades chacun sur leur vidéo et à la tribune de l'Assemblée, que cette affaire-là ne pouvait pas marcher, parce que ça revenait à donner beaucoup d'argent à quelques-uns, avec l'espoir qu'ils le dépensent en investissement et dans des consommations qui feraient travailler les autres. Hein. La fameuse théorie du ruissellement. Bon, on a dit, ce truc-là ne marchera jamais. Plus vous leur donnez d'argent, plus ils le mettent au même endroit, c'est-à-dire dans la sphère financière, et ça ne retombe pas dans l'économie réelle. Ce qu'on appelle l'économie réelle, c'est une manière de parler. Tous les compartiments de l'économie sont réels. Mais on voulait dire l'économie qui produit quelque chose d'utile, qui a une valeur d'usage. Pour vous, pour moi, valeur d'usage, c'est bon, bah, le boulanger, c'est celui qui vend des boulons, celui qui les fabrique, des choses comme ça. Bon, et ben c'est exactement ce qui s'est passé. Alors, ça a eu une conséquence terrible, parce qu'à force de serrer le kiki à ceux qui n'ont pas beaucoup, d'argent, ils dépensent tout. Ben forcément, il faut survivre. Il faut se nourrir, il faut se loger, il faut ci, il faut là. Et ça, c'est la consommation, c'est, tenez-vous bien, 55% de ce qu'on appelle le PIB, c'est-à-dire la production de richesse réelle du pays. C'est ça en France, hein. C'est pas rien. Donc c'est le moteur. Si on vous donne des sous, bah alors vous allez acheter plus qu'une baguette, bah vous allez en prendre 2 parce que vous avez besoin de 2. Ou bien vous allez acheter, au lieu de prendre un truc qui est pas bien, vous allez acheter une production bio. Parce que ça coûte cher, vous n'avez pas les moyens. Bah alors vous allez acheter ça. Donc du coup, le gars qui fabrique le bio, qui jusque-là a une toute petite paye de rien du tout, bah sa paye elle est un peu mieux. Donc lui aussi, il se dit, ah bah tiens, on n'a pas changé ci, on n'a pas changé ça dans la maison, on a besoin. Donc si vous voulez, voilà comment la consommation pousse la production et que ça peut la pousser dans un sens sain, dans un sens écologiquement soutenable. Bon, eux, ils ont fait tout le contraire. Donc, petit à petit, pchouf, tout baisse. Bon. Et là, c'est la rentrée. Alors, les impôts, la rentrée des mômes, parce que l'école, elle est gratuite sur le papier, mais dans la réalité, c'est pas vrai, hein. La rentrée des gosses, les assurances, bien quoi, sévère. Etc., etc., etc. L'essence qui coûte plus cher, le gaz qui coûte plus cher, les autoroutes qui coûtent plus cher, tout coûte plus cher, et c'est pas des dépenses autres que contraintes. C'est-à-dire, si vous prenez de l'essence ou du diesel, c'est pas parce que vous avez choisi d'en prendre plus. C'est parce que vous pouvez pas faire autrement pour aller au boulot, pour faire tourner la voiture. Bon. Et quand ces produits augmentent, vous êtes content, vous n'êtes pas content, vous êtes obligé de le payer. Hein. Et les autoroutes, pareil. Et vous remarquerez qu'à chaque fois, c'était des choses qui souvent étaient publiques, sont devenues privées, coûtent de plus en plus cher, alors qu'ils nous avaient raconté que grâce à la concurrence, ça allait être de meilleure qualité et moins cher. Vous n'avez qu'à voir avec le gaz, comme le gaz est de meilleure qualité, comme il est moins cher. Hein. Bon. Donc les gens, vous êtes fait rouler. Et tous ceux qui ont cru à ces sottises sur la privatisation, eh ben aujourd'hui, ils n'ont pas l'air malins. Parce qu'il faut qu'ils nous expliquent ce que ça a donné. Alors les macronistes, ça les calme pas, ils vont continuer à privatiser tout ce qu'ils peuvent, jusqu'à n'importe quoi maintenant, la Française des Jeux, ou les aéroports. Hein. Là, ils s'apprêtaient à vendre l'aéroport de Roissy à la grande entreprise qui a fait le pont qui s'est écroulé à Gênes. C'est une trouvaille, hein. Trop fort les macroniens. Bon voilà, on peut dire que tout va à volo. Mais sur le plan de l'économie, l'argent n'est pas retourné comme il a été donné aux riches et retiré aux autres, parce que pour donner 4,5 milliards aux riches qui avaient l'impôt sur la fortune, il a bien fallu couper 4,5 milliards dans le budget de l'État. Donc ça fait des pays de moins, de l'investissement de moins. Le premier investisseur du pays, hein, c'est pas les capitalistes, hein, c'est l'État. Et le deuxième, qui c'est ?
hein, eh ben c'est les collectivités locales. Bravo le capitalisme. Bon, donc il n'y a pas eu d'investissement et il y a eu un niveau record de distribution de ce qu'on appelle les dividendes, c'est-à-dire la part de profit qui revient à celui qui a une action. D'accord ? Donc c'est la caricature de ce qu'on leur a reproché qui s'est produit. Tout cet argent est parti en dividendes, n'est pas venu dans les investissements, et les dividendes sont partis dans la sphère financière. Résultat, zéro. Donc ça va aller mal. Parce qu'il y a moins d'argent qui rentre dans les caisses de l'État, vu que vous consommez moins, vu que vous gagnez moins, et donc il va falloir à nouveau faire des coupes. Là-dessus, quelques-unes de leurs trouvailles géniales sont en train de tourner en eau de boudin. Par exemple, ils ont décidé que le crédit d'impôt qu'ils faisaient aux entreprises, ça c'est une trouvaille de M. Hollande, ils avaient dit, ben voilà, il faut faire un choc, alors il y a blablabla, compétitivité, nous allons retirer les entreprises, et ben on va vous faire cadeau en impôt de l'équivalent de 7% de ce que vous dépensez en cotisation sociale. Et allez, évidemment, les cotisations sociales, c'est la loi. Si les patrons payent moins, c'est l'État qui doit payer. Chaque fois que l'État décide qu'il y a une remise de cotisation, hein, que tous ces braves gens appellent décharge, eh ben, c'est l'État qui paye. Donc c'est pour vous tous. Alors c'est pas en cotisation, mais c'est en impôt. Eh oui, il faut bien que quelqu'un paye cette histoire-là. Les luxes des riches, c'est à coûte aux autres. Hein. C'est pas, l'argent tombe pas du ciel. Donc là, il y en avait pour 20-25 milliards. En crédit d'impôt. Voilà, comme crédit d'impôt, donc c'est ça qui rentre en moins dans la caisse, il faut les enlever dans le reste. Mais voilà que cette année, ils décident que ce sont des allègements de cotisations sociales définitifs. Donc la même année, tu payes, premièrement, les 20 milliards de remboursement de l'année d'avant qui n'ont pas été payés en cotisation, et deuxièmement, les cotisations qui ne seront pas payées parce que l'État doit les payer à sa place. Donc cette année, on s'en prend pour 40 milliards. Bravo, quel intelligent, comme c'est bien pensé, 40 milliards de moins, comme ça d'un coup. Et ainsi de suite. Donc par conséquent, on va avoir un niveau de l'activité qui va baisser. Et avec toutes les conséquences que ça a. Et pendant ce temps-là, évidemment, la bulle financière continue à gonfler à l'échelle du monde. Donc on est face à deux dangers, une dépression de l'activité et un éclatement de la bulle. Bon, on va faire ce qu'on peut. Nous, en tout cas, dans la discussion du budget, on va essayer de rétablir l'équilibre, on va proposer de ne pas transformer, de ne pas pérenniser la décharge de cotisation sociale, l'inverse. Hein. Eh ben, écoute, on retourne à la case avant, et donc envoyer 20 milliards de plus pour la Sécu. Hein. On pourrait aussi, on va reproposer de rétablir l'impôt sur la fortune, parce que, écoutez, avant, les riches, ils étaient déjà riches, hein. Donc on ne voit pas qu'ils soient embêtés de payer un peu plus d'impôts sur la fortune. Je ne sais pas s'ils ont demandé, il y a peut-être une manif qui m'a échappé, une manif de riches dans la rue avec des pancartes pour demander à Macron, et Macron s'est dit, oh là là, je peux pas faire autrement. Moi, j'en ai pas vu. Donc c'est que soit il les connaît personnellement, soit lui-même il est dedans. Il s'est dit, ah ben c'est bien, on va leur enlever l'impôt sur la fortune. Alors à chaque fois, c'est le même exemple. Il dit, parce qu'il n'y en a pas ailleurs. Ah ben oui, d'accord. Il y a un tas de choses qu'il y a en France qu'il n'y a pas ailleurs, et on veut les garder. Alors, on va proposer de rétablir l'impôt sur la fortune, 4 milliards de plus dans la caisse de l'État, etc. Et moi, je suis sûr que ça leur fera ni chaud ni froid. Bon, il y en a peut-être 2-3 qui écriront des trucs, 2-3 articles dans les journaux qui sont à eux, hein, mais bon, ça ira pas plus loin que ça. Et puis d'ailleurs, on s'en fout, hein, quelle importance ça a. Ce qui est important, c'est que les gens arrivent à vivre. C'est pas que quelques-uns soient contents et fassent écrire par leur plumitif des compliments au pouvoir en place. Donc, on va essayer d'y faire face. Mais j'en profite pour vous dire qu'on va essayer. D'accord ? On va faire ça à l'Assemblée nationale. D'accord ? On va le proposer. Donc déjà, vous voyez qu'on a des choses à proposer, parce que j'ai vu ces pauvres... à la fin, moi, ils me font de la peine, parce que c'est des gens intelligents, quand même. Ils ont de la culture, les députés macronistes. Alors, ils reçoivent des feuilles, comme ils ne comprennent rien à tout ça. On dit qu'ils viennent de la société civile, alors ils étaient DRH, d'accord, mais DRH, ça ne veut pas dire que tu as une culture générale, que tu sais de quoi la vie est faite. Donc ils prennent des papiers, ils récitent tout le temps la même chose. Alors nous, ils disent, je n'entends aucune proposition. Ça fait quand même 3 ans qu'on leur explique qu'il y a un programme, on a fait une journée de proposition de loi, que sais-je encore. Et ils disent, je n'entends rien. Alors, en fait, ils n'écoutent pas, ils sont pas au courant, ils lisent rien, ils suivent rien, ils s'intéressent à rien. Et c'est ces gens-là qui font la majorité. Donc moi, ce que je vous demanderais, c'est que vous suiviez
tant que vous pouvez, hein, le débat budgétaire. Nous, on va essayer peut-être, si on arrive à trouver des copains qui veulent bien le faire, faire un espèce de concentré du débat budgétaire. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait des gens qui s'y mettent, un peu comme ça, spontanément, puis nous, on diffusera tout ça sur nos outils, en particulier notre télé interne Canal Phi, que vous connaissez peut-être, bon, sur lequel on passe nos vidéos. On aimerait bien passer des choses de cette nature. Alors si ça vous intéresse, si vous avez du temps, ça peut arriver, hein, pendant le débat budgétaire, bah, ça serait bien de suivre et puis de monter. Pour que, mais quand je dis suivre et monter, mais c'est tout, hein, c'est pas juste ce que racontent les insoumis, ça c'est bien, mais des fois ce que dit un type de droite, ce que dit la République en marche, pour qu'on voit le débat en enlevant les parties qui sont creuses, saoulantes, interminables, pour que les gens puissent voir une sorte de concentré du débat budgétaire. Ça m'aiderait bien si vous acceptiez de le faire et que vous vous mettez en rapport avec cette chaîne. Bon, donc les nouvelles sont pas fameuses. Le 9 octobre, vous avez une manifestation intersyndicale qui va avoir lieu, journée d'action. Bon, ça c'est les syndicats qui l'ont décidé, il faut qu'on donne le coup de main. Je sais qu'il y en a parmi vous qui critiquent le principe des journées d'action en disant ça mène nulle part. Je l'entends, mais que voulez-vous, on a ça, donc on fait avec. Hein. Peut-être que ça peut être un bon test, ça peut être compris comme ça par vous tous et vous toutes. De toute façon, qu'est-ce qu'on gagne? Est-ce que ça marche pas? Hein? Rien du tout. Donc autant donner le coup de main. Et puis, nous, on va s'adresser, nous, le groupe parlementaire insoumis, on écrit aux syndicats, d'abord parce qu'on veut les rencontrer, puis deuxièmement parce qu'on veut leur proposer de refaire une réunion où il y aurait tout le monde. Vous savez qu'on avait été critiqué une fois parce qu'on prenait l'initiative, donc maintenant, bah, on ne prend pas l'initiative, il va falloir trouver autre chose pour nous faire des reproches. On dit juste, on aimerait bien que vous convoquiez une réunion où tout le monde a le droit d'être là, parce que franchement, ça devient ridicule cette histoire. Si d'un côté se réunissent les syndicats, de l'autre côté les gens qui font de la politique, pour décider qu'on est au même endroit en faisant semblant de ne pas se connaître. Bon, tout ça à la fin, bon bref, enfin, il faut espérer que tout ça, cette année, ce soit un peu différent. Et il y a intérêt parce que ça va chauffer, hein. Vous allez voir. Quand vous allez voir arriver, et maintenant c'est mon dernier sujet, les impôts. Le gouvernement a hésité sur l'impôt à la source. Il y a plein de gens qui n'ont strictement rien compris. Alors je vous explique. L'impôt à la source, c'est quand votre paye arrive, et ben il y a une déclaration qui est faite au fisc par votre patron, qui dit voilà, il a touché tant, et puis d'ailleurs comme c'est un couple, ben ils ont tant, blablabla. Bla, bla, bla. Donc c'est le patron qui devient le percepteur. Alors il y a deux problèmes. Un, les patrons n'ont pas envie de faire ça, parce que ça leur prend du temps, ça coûte des sous, hein, de s'en occuper. Celui qui remplit sa déclaration d'impôt, il a une idée du temps que ça peut prendre. Pas tant que ce soit compliqué, c'est qu'on a tellement la trouille de se tromper que bon, quand on est honnête, hein, on essaye quoi. Alors, premièrement, les patrons trouvent ça moyen. Donc pour la première fois depuis 3 siècles, le MEDEF a dit on est d'accord avec Jean-Luc Mélenchon. Parce qu'il dit nous, on est d'accord avec lui, l'impôt à la source, c'est pas une croix. Deuxième conséquence, tous les mois, tout le monde sait ce que vous gagnez, vous, votre compagnon, votre compagne. Bon. Si ça vous convient, hein, mais moi ça me convient pas. Et je connais plein d'amis, cadres, ouvriers, qui n'ont pas envie spécialement que leur patron, qui est leur interlocuteur, puisse dire « Ah mais dis donc, mais tu t'en sors pas trop mal avec ta femme ou avec ton mari. » Donc, il ne faut pas exagérer quand même. Tu viens me demander encore une augmentation. Ah non, tu ne me la demandes pas. Bah heureusement, parce que je ne t'aurais pas donné. Blablabla. Bla, bla, bla. Donc moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord pour qu'il y ait un droit comme ça pour l'employeur d'entrer dans la vie des gens et de pourquoi pas la commenter. Non, on n'est pas d'accord. Parce que il n'y a pas que les grandes entreprises, je peux vous dire, il y a une telle bureaucratie que tout le monde s'en fout, et qu'il y aura juste un repérage quand quelqu'un sera comporté de telle ou telle manière, soit parce qu'il est syndicaliste, soit parce que, alors hein, dis donc, si t'es syndicaliste, si t'es un homme, t'as pas intérêt à avoir une femme qui gagne bien sa vie, et si t'es une femme, t'as pas intérêt à avoir un compagnon qui gagne bien sa vie, parce que à la rencontre avec le patron, on va vous dire, ça va, vous n'êtes pas la plus malheureuse, vous n'êtes pas le plus malheureux, blabla, vous connaissez tout ça. Bon, donc, moi je ne suis pas d'accord, je pense que c'est pas bien. Alors, vous voulez jamais que ça change? Bah non, il y a des coups, ça vaut pas la peine que ça change. Pourquoi ça change? Et moi je leur demande, pourquoi vous voulez que ça change?
L'impôt en France est récupéré à 96,7%. C'est pour ça que chez nous, on n'a pas eu besoin de faire comme dans d'autres pays, l'impôt à la source, parce qu'ils n'avaient aucune tradition fiscale de perception de l'impôt. Moi, je vous sors des pages d'histoire où vous voyez comment Philippe le Bel se débrouille pour toucher l'impôt. Ça fait quand même, alors Philippe le Bel, c'est 1300 et des choses, d'accord? Ça fait quand même pas loin de 7 siècles qu'on sait faire ça. Donc, c'est pour ça qu'on a un des taux les plus élevés de recouvrement au monde. Et puis, ça serait encore meilleur si au lieu de faire cette clownerie, on faisait par exemple ce que j'ai appelé l'impôt universel, c'est-à-dire partout dans le monde, le Français paye ses impôts à la France. D'abord ce qu'il doit au pays où il est, et s'il y a une différence avec la France, pour la France. Eh oui, ça rapporterait des sous. Pas leur truc là. Pourquoi font-ils ça? Ils sont incapables de le prouver, d'expliquer quelque chose dessus. On aurait pu généraliser la mensualisation. Ça marche, il y en a plein d'entre vous qui sont mensualisés. Bon, alors on dit oui, mais il y a un problème quand l'année prochaine, si je gagne moins d'argent, je vais payer les impôts comme moi. Ok, on a compris. Donc on pourrait faire une mensualisation, et puis tous les 3 mois, on vérifie que c'est au bon niveau de revenu. Donc tous les 3 mois, la déclaration peut être faite. Voilà, cette année je vais gagner tant. C'est pas compliqué, c'est très simple à faire. La mensualisation existe déjà. Pourquoi se lancer dans cette opération? Alors, depuis là, on nous sort des feuilles où ils montrent des économies considérables que ça ferait, blablabla. Bon, moi, je vous dis, vous allez voir. En plus, ils n'ont pas l'air trop sûrs de leur coup, sur le plan technique. En tout cas, sur le principe, je ne suis pas d'accord. La perception de l'impôt doit rester le fait de l'État. Alors, on me dit, oui, mais les employeurs font déjà de la perception. Oui, et alors, on n'a pas dit que c'était génial. La TVA, on peut comprendre. Les cotisations sociales, c'est normal. C'est là que ça se passe, dans l'entreprise. Mais le revenu d'une famille ou d'un couple, c'est pas dans telle entreprise que ça se fait, c'est plus large. C'est comme ça. Alors, cette affaire d'impôt à la source, à partir du mois de janvier, l'ambiance va être bien chaude dans ce pays, quand les gens vont découvrir ce que ça donne. Moi, je suis contre. La CGT est contre. Force ouvrière est contre, Sud Solidaire est contre, le MEDEF est contre. Mais il y a sûrement des gens qui sont pour, et qui sont très importants et plus intelligents que nous, les syndicats et les grandes associations de ce pays. Donc, c'est les intelligents qui vont faire la loi, et c'est vous qui allez la subir. Bon, les amis, j'aurais aimé de parler d'autre chose, ça paraît quand même curieux, mais bon, j'essaye de répondre un peu à ce qu'on me demande. Merci d'être de nouveau là avec nous. C'est-à-dire moi qui suis de ce côté de la caméra, Antoine qui est de l'autre. On espère que ça vous a intéressé, que vous êtes prêts à repartir pour une saison avec nous. Si ça vous plaît, mettez des pouces bleus, parce que ça nous classe bien. Si vous découvrez et que vous avez envie de vous abonner, faites-le, c'est gratuit. Et ça encourage toute la chaîne qui produit cette petite revue de la semaine, qui est la première revue politique par un homme politique, un personnage politique de ce pays. Puisque nous avons atteint les 380 000 abonnés, on est en train de passer 380 000, je ne sais pas ce qui vous a pris cet été, on a 2000 abonnés de plus dans l'été, parfait. Il faut dire qu'avec l'affaire Benalla, ça a carburé. Bon voilà, merci pour vos encouragements et sachez qu'ils sont appréciés et bienvenus.